train de faire le feu. Finalement, il va décaler Sidibé. Le central de Sidibé pour Mbappé. Et le but! J'ai déjà travaillé avec Cristiano Ronaldo et je peux faire une comparaison mentale entre les deux et c'est très pareil. Ils sont nés pour être des champions, pour être des stars, pour gagner des plus belles choses du monde. Mbappé, le soir de son transfert record. C'est un futur ballon d'or et c'est un phénomène à tous les niveaux. Techniquement, physiquement, mentalement, il n'y a pas de faille. Comment tu fais pour être aussi à l'aise avec les médias? C'est une question d'éducation, j'ai été élevé comme ça, j'ai toujours été comme ça, donc je vois pas pourquoi je changerais. Ça a l'air de vous plaire en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène de communication qu'il est aujourd'hui. Il est calme, serein et déterminé. Moi, 18 ans, je vous dis, je n'ai jamais vu ça, ni en foot, ni dans aucun sport. Il n'aurait pas eu ce cadre éducatif à la maison et ce petit relais à l'école. Il aurait pu tuer ses rêves et en même temps être très mal socialement. C'est tout à fait le genre de gamin qui aurait pu exploser dans une cité ou autre, hein, c'est sûr. On le voit comme un petit jeune à qui tout réussit, qui vaut beaucoup d'argent. Moi, je me dis, il n'a que 18 ans. Je me dis, putain, ce con, il le fait, quoi. Tout ce qu'il dit, tous ses rêves, il le fait. Je dis, il est à 60% de son vrai potentiel et à 60%, il est déjà un des meilleurs du monde. Imagine lui avec à 100%. Vous imaginez? Ça va être incroyable. De Monaco à Paris, la trajectoire de Kylian Mbappé est celle d'un garçon hors norme. Un surdoué du football, dont le talent rare fut détecté dès son enfance, à Bondy, en région parisienne. Entraîné par son père, Wilfried, un ancien footballeur de niveau régional, le jeune prodige fait rapidement des merveilles sur les pelouses du stade Léo-Lagrange, situé à 2 pas du domicile familial. C'était déjà un crack chez nous, il n'y a même pas de... Ce que vous voyez, ce qu'il fait aujourd'hui, chez nous, il le faisait. Alors, c'est pas les mêmes oppositions, évidemment, vous allez me dire ça, c'est évident, mais il faut être bon à son niveau, à son âge. Peu importe qui vous jouez, à son âge, il ne peut pas jouer des... Et à son niveau, il était 10 fois, 20 fois, 100 fois au-dessus des autres. Il faisait les choses mieux, plus rapidement et avec plus de régularité que les autres. Il a toujours été surclassé dans ces catégories de jeunes. Il disait, oh, il me faut 1 mois, il me faut 2 mois, il me faut 3 matchs pour être au niveau. Ça a toujours été comme ça, mais en fait, c'est pas de l'arrogance. Il prend la mesure de la chose et très vite, il se rend compte qu'il est capable de. Moi, c'est surtout ce qui m'a impressionné sur Kylian, c'est ses déplacements. Au-delà de ses gestes techniques, qui sont, wow, on les connaît, mais faire des déplacements aussi intelligents à son âge, quand il avait 7 ans, quand il avait 8 ans, 9 ans, 10 ans et jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'étais très, très impressionné. Je me souviens, lors d'une séance d'entraînement, et même moi, je me suis dit, mais moi, mon neveu, il se déplace encore mieux que des joueurs que j'entraîne. Et donc, déjà, très tôt, mon frère, il a très vite vu que c'était un futur talent. Comme son père, le frêle attaquant comprend rapidement qu'il a de l'or dans les pieds et structure déjà ses ambitions. Seul, il élabore un plan de carrière bien précis. Wilfried a des vidéos de lui enfant qui décrit son parcours. Il a 4 ans, il décrit son parcours qu'il a aujourd'hui. Enfin, il a un peu plus d'avance, mais il a toujours décrit son parcours. Il voulait faire Clairefontaine, aller dans un club français, puis après finir au Real de Madrid.
Ouais, il est souvent resté avec moi quand Wilfried et Faiza partaient. Il restait avec moi et de là, j'entendais tous ses rêves. Je veux jouer la Ligue des Champions, je veux gagner le Ballon d'Or, je veux gagner la Coupe du Monde. Il chantait la Marseillaise à 3 ans, à 4 ans, il chantait la main sur le cœur, la Marseillaise. Il disait, moi, je vais jouer en équipe de France. Et on rigolait, parce que je trouve ça marrant, à 6 ans, à 7 ans, un enfant qui vous dit ça, et je vais jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Petit, on se dit, oui, c'est un grand rêveur. Mais plus il grandit, plus on se dit, il a la qualité. On sentait qu'il était différent des autres. Il était dans sa bulle, dans son monde. C'était pour nous, c'était impensable. Dans le sens où on le voyait jouer, on voyait qu'il avait des qualités. Mais de là à se dire qu'il atteindrait ce niveau-là, il y a vraiment il n'y a que lui qui a cru. La précocité, le maître mot de la vie de Kylian Mbappé. Un gamin sûr de lui, rempli d'ambition et de culot. Il a 10 ans lorsqu'Alain Mboma et sa femme, des intimes de la famille Mbappé, lui offrent une réplique miniature du stade Santiago Bernabéu de Madrid. Son idée, c'est de dire je vais aller jouer au Real de Madrid. Donc on lui dit, on va t'offrir des places pour le Real de Madrid. On lui ramène une maquette. Et nous, on se moque de lui. On se moque de lui en disant ça. Lui, comment il a retourné la chose? Il a dit, un jour, c'est moi qui vous emmènerai au Real de Madrid dans les loges. Et on s'éclatait de rire. On s'éclatait de rire parce que c'est ces choses-là qui font qu'on dit que c'est un petit fou à l'époque. Parce qu'on dit, qu'est-ce que lui va nous emmener au Real de Madrid? C'est juste du rêve. Le gamin tiendra pourtant parole et emmènera quelques années plus tard toute sa famille visiter les installations du Real Madrid, qui souhaite alors le recruter. Chez les Mbappé, le sport est une affaire de famille. Outre le papa, Faiza, la maman, est une ancienne joueuse de handball de première division, au caractère bien affirmé. En 1999, un an après la naissance de Kylian, le couple recueille dans son foyer un garçon de 10 ans, Giresse Kembo, arrivé en France 4 ans plus tôt de son Congo natal, où sont restés ses parents. Futur international espoir français, Giresse devient naturellement un modèle pour Kylian. Giresse arrive en France depuis la République démocratique du Congo. Il rejoint un membre de sa famille qui doit l'accueillir. Et parallèlement, Wilfried, qui intervenait à l'école, me semble-t-il, l'avait détecté là-bas. Donc il l'avait amené au club de foot de Bondy. Et petit à petit, la situation, on va dire, sociale un petit peu difficile de Giresse a fait que la famille Mbappé l'a pris sous son toit. Wilfried est devenu son tuteur légal. Donc le grand frère adoptif de Kylian est son plus bel exemple en même temps. Il l'a suivi dans ses différents matchs, il est rentré dans les vestiaires dans lesquels jouait Giresse, il a entendu des causeries, il a entendu des consignes. C'est peut-être, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tactiquement il a compris des choses bien en avance, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a compris des choses bien en avance, c'est qu'il a très tôt entendu des choses je parle de QI football, en termes footballistiques, il a dû entendre des choses bien en avance sur son temps et les assimiler très rapidement. Génie du football, le jeune Kylian est aussi un enfant proche de l'hyperactivité. Doué dans tout ce qu'il entreprend, mais difficile à gérer à l'école, où son parcours se révèle tortueux dès ses premières classes. Pour la scolarité, ça a toujours été un souci, non pas par l'école en tant que même, parce que c'était un garçon plutôt intelligent, qui absorbe vite les choses, mais c'était pas son ambition. C'est plus, j'ai envie de dire qu'il était très focus sur son envie de réussir dans le foot, et il n'y avait que ça qui n'allait dans sa tête. Dans les différents établissements qu'il fréquente, il manque de se faire renvoyer à plusieurs reprises. Sa maman, omniprésente, rencontre régulièrement les professeurs des écoles. Elle leur explique que son fils est différent et qu'il a besoin d'une attention particulière. On voyait Faiza tous les soirs, qui allait repérer, qui allait voir Marc, le maître, qui était un maître très impliqué aussi pédagogie active, et qui nous demandait comment s'était passée la journée. Et Kylian savait que ce soir-là, le soir, il y avait le passage. On a pris beaucoup de temps autour de Kylian de paroles, de discussions. Ça aurait pu être très très compliqué, effectivement. Les enseignants, en tout cas Marc et quelques enseignants à Pasteur, l'établissement précédent, ont eu cette capacité de
de le prendre comme il était, mais de toujours lui mettre des repères forts, hein, parce qu'il pouvait s'échapper, soit dans une nonchalance, soit dans une rêverie. Pour le préserver de mauvaises fréquentations, ses parents l'inscrivent au collège dans un établissement privé catholique de Bondy, où son comportement va là encore poser problème. Kylian, c'était le seul élève, sur l'instigation de sa maman justement, à avoir une feuille en 5e où toutes les heures, il devait faire signer par l'enseignant. Il y avait des petites coches, comment il s'était tenu, bien, très bien, pas bien, voilà. Donc il y avait de l'inquiétude. Il y avait de l'inquiétude. Durant son année de 5e, l'adolescent est suivi par un psychologue. Le socle familial, solide et équilibré du jeune homme, va lui offrir une base indispensable à son épanouissement. Ultra protecteur, ses parents œuvrent pour que Kylian ait une scolarité normale et un cadre éducatif strict. Il savait que s'il descendait sous un niveau trop bas, Wilfried et Feyza l'auraient cerné et auraient exigé. Voilà, donc il a toujours joué à cette intelligence de jouer, jusqu'à temps que le boulet arrive à côté de ses oreilles. Je restais persuadé que l'éducation qu'il a reçue l'a permis malgré tout de rester, de ne pas être borderline. Voilà, c'est ce que je penserais. Parce que c'était le gamin qui aurait été capable de péter un plomb parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Un jour, il y a un de ses camarades qui l'a un peu cherché et il s'est moqué de son blouson. Et donc, la maman l'a mis avec un pantalon pas de def, qui était démodé depuis 20 ans, et des baskets à scratch pendant une semaine. Et il me regardait et il me disait « Je suis beau, madame ». Je disais « Ça peut aller ». Et il me disait « C'est grâce à vous, madame ». Mais vous voyez, c'était comme il savait que je l'aimais bien et que je crois qu'il me le rendait, c'était plus de la complicité amusée. C'est-à-dire que même dans la punition, il pouvait accepter la punition sans la prendre mal. Voilà. Les parents, très impliqués dans la vie locale et qui disposent de revenus confortables, initient leur enfant au tennis, à la natation. Ils l'inscrivent durant 2 ans au théâtre et à l'école de musique, où il pratiqua la flûte traversière. Partout, le profil du garçon, touche à tout, obstiné et impatient, ne laisse personne indifférent. Il avait le profil d'un enfant précoce, hein, pour qui les tâches scolaires parfois sont rasantes, répétitives, etc. L'approche qu'ont pu avoir les enseignants et l'institution scolaire, c'était ça. Hein. Ce sont des enfants qui sont parfois ascolaires, atypiques. L'école, d'une manière statique, toujours posée au même endroit, au bout d'un moment, ça l'ennuyait. Et plus le cours était lent, et plus on avait des problèmes. C'est un peu le problème des surdoués. On n'arrive pas toujours à comprendre là où ils en sont, là où ils veulent aller. Et lui, c'est tout à fait son cas. C'est comme ça que je le compare à un surdoué à qui on ne donne pas assez à manger et il se lasse, il se fatigue et il s'énerve. Voilà. Au 2e trimestre de 5e, où là, les profs n'en pouvaient plus, il était devenu ingérable. Et je pense qu'en même temps, il avait été repéré, hein, faut dire les choses, par des équipes. Mais moi, j'étais inquiète. Je me disais, mais le football, vous vous rendez compte comment il va faire ses études? Et sa maman me disait, mais vous inquiétez pas, on va pas le mettre qu'à faire que du sport. Il aura aussi un cursus scolaire. Nous, en tant que parents, évidemment, on a toujours envie que l'enfant ait quand même une voie de secours si ça marche pas dans le foot. Mais lui, il est tellement sûr de lui, il était tellement sûr de lui que ce qui était important pour lui ne l'est pas forcément pour ses parents. À 11 ans, il est annoncé comme la nouvelle merveille du football français. Le club de Bondy semble déjà trop petit pour son talent. Commence alors pour le jeune Kylian et sa famille la quête d'une structure professionnelle pour poursuivre sa formation. Paris, Caen, Monaco, Lens, Sochaux, Bordeaux, Rennes, Chelsea, Madrid. Les sollicitations vont se multiplier. Le profil du garçon fascine les recruteurs. Pour le vérifier, nous prenons la direction de Caen, dans le Calvados. À 3 heures de route de Bondy, nous avons rendez-vous avec Laure Anglaise et David Lasserie,
2 anciens scouts du Stade Malherbe. En septembre 2009, ces chasseurs de jeunes pépites qui ont découvert pour le club normand Raphaël Guerreiro, Mbaye Niang ou encore Thomas Lemar vont être les premiers à nouer de sérieux contacts avec la famille Mbappé. Techniquement, dans l'intelligence de jeu, dans la vitesse, dans tout, c'était bien au-dessus de ce que j'avais pu voir sur plein d'autres joueurs avant. On n'osait pas en fait. Vu le joueur, on s'est dit non mais limite c'est pas pour nous. Enfin, on est à Caen, même si Caen est un bon club pro, reconnu aussi au niveau de sa formation, mais on était en Ligue 2. Ouais, je sais bien. Ouais, on était en Ligue 2, entre Ligue 2 et Ligue 1, donc on s'est dit est-ce qu'on va pas leur... On va y aller, puis finalement ils ont écouté. On a fait une proposition qui était râler pas crête quoi. Et je me souviens, Wilfried m'a dit tu veux attirer un requin avec une canne à pêche. Voilà. C'est la phrase dont vous vous souvenez. Ah ouais, mais parce que je l'avais rappelé en fait. J'ai dit est-ce que vous avez lu ma proposition? Et il m'avait dit bah oui. Il m'a dit il doit manquer une feuille ou. J'avais dit s'ils n'étaient pas attirés par l'argent, le financier, c'était pas ça. Mais bon, le gamin avait une valeur quand même qui était bon, c'était un phénomène. L'adolescent sème les graines de son talent sur toutes les pelouses de France. Après Caen, il effectue en juin 2010 un stage à Lens, alors en Ligue 1, et reconnu pour la qualité de son centre de formation. À 11 ans, malgré son gabarit fluet d'à peine 1,47 m pour 39 kg, il tape immédiatement dans l'œil du patron des équipes de jeunes des 100 et or. Même à 11 ans et demi, sur ce stage, il a montré que c'était un gros potentiel. C'est un joueur rare parce que il provoquait, il tentait des choses, mais en même temps, il sentait les coups offensifs. C'est-à-dire qu'il était capable de lever la tête et de savoir quand est-ce que je dribble, quand est-ce que je passe. Et même s'il avait ce côté provocateur, il était capable aussi de jouer collectivement et de jouer avec les autres. Et ça, c'est une grande intelligence. Et c'est souvent les joueurs talentueux qui ont cette qualité. Un joueur rare qui aiguise l'appétit des scouts anglais et de la puissante Première Ligue. Chelsea, champion d'Angleterre en titre, est le premier club britannique à vouloir recruter le phénomène. Nous sommes au printemps 2011. Accompagné de ses parents, son grand frère Jires Kembo et son oncle Pierre, Kylian Mbappé effectue un test chez les Blues, alors entraîné par l'Italien Carlo Ancelotti. Mais soucieuse de rester en France, la famille ne donnera pas suite aux sollicitations du club londonien. C'est au Racing Club de Lens, avec lequel les discussions durent depuis de nombreux mois, que le prodige est attendu. Ils étaient proches du Racing Club de Lens. Il y avait un ou deux autres clubs et ils ont failli, Kylian a failli signer au RC Lens, mais malheureusement, le club est descendu en 2e division et bon là, c'était compliqué pour nous quoi. C'était compliqué pour le RC Lens et après Kylian et ses parents se sont orientés sur d'autres choix. Avant d'intégrer le centre de formation d'un club professionnel, Kylian Mbappé décide de s'engager avec l'INF Clairefontaine, la pépinière du football français. Kylian, il est là, comme toujours, avec son petit sourire d'enfant malicieux, hein, plein de vie et plein de joie. C'était différent et il se passait quelque chose et surtout il y avait une finalité quoi. C'est-à-dire que il y a des joueurs qui sont très très actifs, qu'on voit partout, qui courent partout et quand on fait le bilan à la sortie, il y a beaucoup de déchets. Tandis que lui c'était un peu l'inverse. On aurait dit qu'il s'économisait, ce qui n'était pas le cas parce que je sais pas si on le verra par la suite sur ce type de joueur, hein, mais à chaque fois qu'il avait quelque chose et qu'il faisait quelque chose, il y avait quelque chose au bout. Dribbleur rapide et efficace, joueur élégant et intelligent,
L'attaquant aux jambes de feu est considéré comme le crack de la génération 98, en dépit d'un comportement parfois mal perçu par certains éducateurs. Moi, que j'ai beaucoup apprécié tout de suite perçu chez lui, c'est son côté naturel, avec une forte abnégation, voilà, qui n'a pas toujours été bien perçu, et par son coach à l'époque, et par ses camarades. Et ça pouvait être pris un petit peu comme de la suffisance, mais moi, je dirais que ce n'était pas le cas. À 12 ans, en première année à l'INF, il poursuit les discussions avec le Stade Malherbe de Caen, qui a obtenu un accord de principe de la famille du joueur lors de l'été précédent. Mais les Mbappé continuent leur tour de France des clubs, au cas où l'entente avec Caen ne se finaliserait pas. Après Lens ou encore Rennes, Kylian Mbappé discute cette fois avec Sochaux et les Girondins de Bordeaux. La priorité de Faiza et Wilfried Mbappé est la même partout. Trouver un éducateur référent qui comprendra le profil particulier de leur enfant, son caractère singulier et qui chapeautera sa formation. À Caen, ce référent aurait pu se nommer Franck Dumas. Il voulait rencontrer Franck Dumas à l'époque. C'était lui l'entraîneur, manager général, entraîneur du club. Et on avait dit à Franck, surtout, faut que tu sois là, déconne pas. Rendez-vous au club. 14h au club. On a un phénomène. Il dit ouais, mais Franck nous suivait, nous. Parce que Mbaye Niang, il l'avait intégré, il l'avait même pas vu jouer. Il avait dit ouais, vas-y, je le mets contre Marseille. D'ailleurs, il avait marqué. Et voilà, donc avec Franck, il y avait une relation qui était beaucoup d'amitié. Et Franck est à l'instinct. Et il avait vu la famille, donc il est arrivé un peu plus tard que prévu. Il n'avait pas mangé. Donc il est descendu, attends, j'arrive. Il est descendu vite fait manger un truc dans le self. Ouais. Il est remonté, puis là, ça a été à bâton rompu, quoi. Il dit à la mère, t'as pas une clope. Il rouvre la fenêtre de la salle de réunion, il fumait. C'est vrai. Et jusqu'au moment de l'entraînement, en fait. Des pros. Ouais. Parce que le lendemain, ils jouaient le maintien. Le lendemain, de mémoire, je crois qu'on était à la fin de saison, on n'était pas maintenus, je crois. Ouais. Et Franck m'envoie voir Patrice, qui était l'adjoint de Franck. Et me demandait simplement de dire à Patrice que Franck ne sera pas là, il est retenu en interview, donc tu prends la séance. Donc il a privilégié le recrutement d'Mbappé à la séance d'entraînement liée au maintien du club. Parce qu'il savait, lui, que d'abord Patrice... sans problème, pouvait prendre la séance puisqu'ils étaient proches. Mm. Mais il savait que là, il y avait un truc. Et il ne l'avait pas vu vraiment. Mais il avait senti le coup. Et il a insisté, il a bombardé. Il dit ouais, on fera ça, on fera ça. Franck Dumas, quoi. Ouais, du Franck Dumas dans toute sa splendeur et avec une humanité débordante. Du coup, la famille a été conquise, quoi. Mais au printemps 2012, le club normand est relégué en 2e division. Au nom de l'équilibre budgétaire, ses dirigeants vont hésiter durant des mois, puis vont finir par renoncer à faire signer la pépite Mbappé, qui devait percevoir une prime à la signature de 180 000 € si Caen retrouvait la Ligue 1 au cours de son contrat, ou de 120 000 € si Caen restait en Ligue 2. On avait l'accord oral de Wilfried, ouais. Tout était calé, la lettre était faite pour Clairefontaine, pour dire qu'il signait à Caen. Donc tout était calé et derrière... ils avaient accepté tout ce qu'on avait proposé, même si c'était pas la plus grosse proposition qu'ils avaient. Et c'est moi derrière qui a rappelé la maman pour leur dire non. Voilà. Et quoi, l'un des moments les plus, je sais pas, difficiles de ta carrière ou de... Le plus difficile. De dire non à Mbappé. Marqués par cet épisode, Laurent Glaise et David Lasserie quitteront par la suite le Stade Malherbe de Caen et reprendront en main un club amateur de la région. Nous sommes en mai 2013. C'est la fin de l'interminable feuilleton entre Kylian Mbappé et Caen. Un renversement de situation inattendu qui va alors relancer les 3 derniers clubs toujours en course pour accueillir le phénomène. Le Real Madrid, les Girondins de Bordeaux et l'AS Monaco, rachetés 18 mois plus tôt par le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev et qui nourrit de grandes ambitions. L'effet un peu qui nous a boosté, c'est quand le club est racheté, que les stars arrivent, on se dit il faut se positionner dessus.
sur ce joueur-là. Et le moment où on se positionne, donc moi je le vois en match, je fais venir Fred Barry-Larraud, qui était directeur du centre à l'époque, sur un match à Clairefontaine. Et là, il fait un match exceptionnel. Il fait un match exceptionnel et on se dit, on est obligé de se positionner, d'inviter la famille, de prendre contact avec le club de Bondy. Donc c'est comme ça que ça se fait. On le connaissait, mais vraiment depuis longtemps, et on connaissait la famille parce que on avait suivi à l'époque Giresse Kembo, son grand frère. Donc voilà, on avait repris contact. C'est comme ça un peu que ça s'est effectué. Comme dans sa scolarité, ses parents s'investissent totalement dans son projet de carrière et le choix de son futur club. Tous ensemble, ils mûrissent leurs décisions. Il a toujours son mot à dire. Quand on connaît bien la famille, c'est toujours une décision collégiale. Ce sont pas les parents. C'est Kylian, qu'est-ce que tu en penses? Si Kylian il dit non, à un moment donné, ça sera non, quoi. Parce que les parents vont l'écouter, ils vont être sensibles, et s'il dit non avec des arguments, bien sûr. Il a des parents qui lui permettent de garder les pieds sur terre. Voilà, il a l'éducation, son père, c'est un professionnel d'éducation, c'est un éducateur avant tout, voilà. Il a ça, c'est une arme fantastique. Ils sont bien impliqués, mais leur souci numéro un, je peux vous dire, c'était pas toujours, quand on se voyait, c'était pas parler que de football, hein. On était vraiment dans l'éducation. À partir du moment où vous êtes dans l'éducation, vous habituez votre enfant, dans n'importe quel secteur où il se retrouvera, à avoir des règles, à respecter les autres, d'accord ? À travailler mieux. Donc, ils étaient impliqués à fond. Je veux dire, à chaque fois qu'il est arrivé, comme tous les autres enfants, je ne vais pas vous dire que c'est des saints, sinon ce ne seraient pas des joueurs, de toute façon. Hein. Joueur rime pas avec saint. C'est toujours quelqu'un qui essaye d'être... Hein. Je peux vous dire que j'ai pas eu de souci pour qu'il recadre. Lorsqu'ils négocient avec les clubs, les parents exigent des garanties sur le temps de jeu de leur garçon et insistent sur la nécessité de ne pas brimer sa créativité. Avec Monaco, un club dont le modèle économique est basé sur la valorisation de jeunes talents, les discussions s'intensifient. La volonté des parents, la volonté de Kylian, c'était d'être dans une structure qui reconnaît ses qualités. Il ne souhaitait pas un club ou, en tous les cas, un centre de formation qui le transforme en lui disant ta qualité de percussion, t'es un dribbleur, t'es un finisseur, t'es un joueur décisif. Non, il faut que tu arrives à jouer en 1-2 touches de balle. Non, il ne voulait pas ça. Deuxième chose, il voulait aussi une structure où Kylian puisse s'épanouir. Le jeune garçon est suivi par les plus grands clubs européens. Après Chelsea, c'est le Real Madrid qui l'a invité, en décembre 2012, à visiter les installations du club. Accompagné de ses parents, de son oncle et d'Alain Mboma, l'attaquant bondinois de 14 ans a été reçu par Zinedine Zidane, alors dirigeant du club merengue. On reste dans le même esprit, c'est-à-dire que, sincèrement, même s'il nous accompagne, nous explique les choses, le projet ou autre, on reste à notre place et on a la tête sur les épaules. Kylian, à l'époque, il est très jeune. Rien ne dit que ça va fonctionner, rien ne dit que ça va marcher. Tu peux aller au Real, mais derrière, tu deviens un inconnu au bataillon et tout le monde t'oublie. Vous savez, aller au Real, c'est un changement à 14 ans, tout ça. C'est pas que Kylian, les gens ils voient, oh, mais pourquoi il a pas été au Real et tout. Mais c'est pas que ça, c'est un changement de vie catégorique d'une famille. C'est pas facile. L'adaptation, etc. Donc, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges, il y a un choix qui a été fait. Et le choix, vous le connaissez, c'est Monaco. On avait les arguments pour le faire venir. Et l'argument pour le faire venir, c'était qu'il jouerait. Il jouerait, parce qu'il est de fin d'année, Kylian, donc c'était un petit, c'était une petite crevette. Donc il jouerait voilà, en 17 ans, en 19 ans, en CFA, voilà, qu'il y arriverait. Le 3 juillet 2013, l'adolescent de 14 ans signe un contrat aspirant de 3 ans avec le club de la Principauté. Selon nos informations, il aurait alors touché une prime à la signature supérieure à 400 000 €. Rien n'est trop beau pour ce jeune joueur, rempli de promesses et décidément à part. À Monaco, l'été 2013 est brûlant. Tout juste promu en Ligue 1,
l'ASM dépense près de 170 millions d'euros sur le marché des transferts. Radamel Falcao, star mondial de l'Atlético de Madrid, signe en principauté pour 60 millions d'euros. En quelques semaines, James Rodriguez, Ricardo Carvalho, Joao Moutinho, Jérémy Toulalan ou encore Eric Abidal viennent renforcer un effectif taillé pour concurrencer le Paris Saint-Germain. C'est dans ce contexte exalté que Kylian Mbappé débarque sur la Côte d'Azur, avec lui aussi un statut à part. À 14 ans, il est surclassé en U17, une promesse du club monégasque avant sa signature. Loin de sa région natale, de sa mère et de ses frères, l'adolescent peut compter sur la présence de son père, qui a pris une année sabbatique pour l'accompagner sur le rocher. Ça a été une période quand même importante parce que ça a quand même été une prise de risque pour mon frère, qu'il a décidé de prendre, un choix qu'il fait et aujourd'hui lui donne raison. Et moi, c'est pour ça que je vous dis que le premier à avoir cru réellement en Kylian, c'est son père. C'est son père. Et le fait de... Après, c'était une décision familiale entre eux, entre sa femme et lui, et de laisser le petit Ethan aussi de l'autre côté. Donc, c'était pas une décision facile. Hein. Et c'était pas un choix entre Ethan et Kylian. C'était plutôt accompagner Kylian pour l'aider à s'épanouir et à atteindre ses objectifs que Kylian lui-même s'était fixé et que son père aussi avait l'espérance que ça le fasse. Loin de l'idylle espérée, les débuts de Kylian Mbappé à Monaco sont chaotiques. Les rapports entre l'attaquant et son entraîneur Bruno Irles sont désastreux. Le jeune homme n'est presque jamais convoqué avec l'équipe première des U17 et se retrouve parfois en division d'honneur de sa catégorie d'âge. Le but, c'était vraiment de lui montrer ce qui lui manquait, ce qu'il avait comme point fort et ce qui lui manquait pour le haut niveau. Et je ne l'ai pas senti très réceptif à ces remarques qui auraient été constructives pour lui. Wilfried Mbappé, mais aussi de temps en temps son frère Pierre, assiste aux séances des jeunes de Monaco. Les deux hommes, entraîneurs de formation, ne comprennent pas le traitement infligé à l'adolescent. Des échanges houleux interviennent dès lors entre Bruno Irles, accusé de quelques dérapages verbaux envers le jeune garçon, et la famille Mbappé, marquée par un profond sentiment d'injustice. Entre Bruno Irles et Pierre Mbappé, la situation est à deux doigts de dégénérer. On lui dit beaucoup, c'est bien, mais à un moment donné, de pointer ce qui n'allait pas dans son jeu et de lui faire remarquer qu'il y avait des manières de progresser autres, ça a été un peu tendu par rapport à ça. Lui, il considérait que Kylian devait jouer en amateur, mais ça, c'est son problème à lui. Moi, je ne commande pas ça, et ça, je ne suis pas là pour commenter ça. Par contre, ce que je commente, c'est plutôt l'accompagnement à ce moment-là, que ce soit de M. Irles que du club. Moi, je ne m'arrête pas à M. Irles. Moi, je parle d'un contexte général de club. C'est-à-dire qu'on fait venir un joueur, comment on l'accompagne, comment on l'emmène, quel projet, qu'est-ce qu'on met en place pour lui faire atteindre le plus rapidement possible le plus haut niveau. C'est ça qui m'intéresse. C'est là où est ma discussion, qui peut, comme vous dites, éventuellement être houleuse. Elle est là, ma discussion. Comment vous, de loin, vous le voyez à l'époque, ce problème qu'il y avait à Monaco? Ah, très mal. Très mal. Très mal. Alors, je peux essayer de me mettre à la place de l'éducateur. Je peux comprendre son fonctionnement, il a un groupe à gérer. Mais j'ai envie de dire, quand on a une grosse machine comme Kylian, sans doute ne gère-t-on pas cette machine comme les autres. Forcément, ça a créé des tensions parce qu'il y avait de l'incompréhension des deux côtés, hein, encore une fois. Mais quand on a un bijou, il faut savoir le polir pour pouvoir le faire progresser rapidement. Et c'est pas forcément en le mettant sur le banc de touche, on crée une distance entre les deux que ça marchera. La preuve, c'est ce qui n'a pas fonctionné. Bruno Irles est finalement convoqué par ses dirigeants. La réunion, à laquelle assistent également les parents du joueur, est tendue. Selon nos informations,
la direction du club aurait ce jour-là décidé d'interdire à Bruno Irles d'envoyer le jeune attaquant en division d'honneur. Mais elle ne peut pas l'obliger à l'aligner sur le terrain. En fin de saison, avec l'accord de son club, l'attaquant préférera s'entraîner seul plutôt que de rester sous les ordres d'Irles. Il ne va pas m'en vouloir toute sa vie, il se rendra bien compte à un moment donné que ce que je lui demandais, c'est pour améliorer son jeu et pour améliorer sa carrière. C'est pas... Bon, j'ai rien contre lui personnellement, donc il n'y avait pas de souci. Cette gestion du cas Mbappé aura-t-elle été fatale à Bruno Irles? Toujours est-il qu'il quittera l'AS Monaco à la fin de la saison, envoyé par ses dirigeants dans un club partenaire, à Arles-Avignon. Un an plus tard, le joueur a repris son élan sportif. Il évolue désormais avec les U19. Malgré ses 16 ans, il surclasse ses adversaires et intègre parfois l'équipe de CFA. Beaucoup considèrent qu'il devrait s'entraîner avec l'équipe professionnelle. Mais Leonardo Jardim le laisse à l'écart. Une situation que Mbappé, impatient, sûr de lui et de sa capacité à affronter les meilleurs, vit extrêmement mal. À 8 mois de la fin de son contrat aspirant, le PSG sent la bonne affaire et rencontre plusieurs fois le joueur et sa famille. Cette époque-là, si on se rappelle bien, au mois d'octobre 2015, c'est un garçon qui ne s'entraîne pas avec l'équipe professionnelle, qui ne s'entraîne pas avec l'équipe réserve quasiment. Donc il faut aussi convaincre, parler de football en expliquant pourquoi le profil du garçon nous a séduit, pourquoi on veut absolument qu'il nous rejoigne. Parce que l'idée, encore une fois, c'était de construire un horizon à 5 ans avec Kylian. Snobé jusque-là par Leonardo Jardim, il est finalement convoqué aux entraînements avec le groupe professionnel lors de la semaine internationale de novembre 2015. Je me rappelle très bien le premier entraînement que Kylian fait avec Leonardo Jardim. Au final de l'entraînement, Leonardo m'appelle, il dit ce gamin, il ne va pas plus descendre en CFA, il va jouer, il va travailler avec nous et quand il va avoir sa chance, je pense qu'il va y arriver. C'est vrai qu'il a tardé un peu, ça c'est la vérité. Un mois plus tard, Kylian Mbappé dispute son premier match en Ligue 1 contre Caen. Tout s'enchaîne très vite. Le 20 février 2016, il inscrit son premier but en championnat contre Troyes et bat ce soir-là le record de précocité à Monaco, détenu par Thierry Henry depuis avril 1995. Tout semble fluide, mais la coulisse est pourtant agitée. Mbappé est en fin de contrat aspirant et la signature de son premier contrat professionnel tarde à se concrétiser. Arsenal et Liverpool sont sur les rangs. Selon nos informations, Arsène Wenger s'implique personnellement et se déplace jusqu'au domicile de Mbappé pour convaincre le joueur de rejoindre les Gunners. Le PSG revient aussi à la charge. Olivier Létang, directeur sportif adjoint du club parisien, échange régulièrement avec la famille du joueur. Mais à Paris, Kylian Mbappé est convaincu que Laurent Blanc, l'entraîneur de l'époque, ne le fera pas jouer. Il restait 2 clubs. Au final, il y avait l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Et je ne vais pas trahir de secret en disant que ce qui a manqué, c'était le ressenti en termes de temps de jeu. Parce que Kylian voulait jouer. Et ce qu'il a ressenti, c'est qu'il aurait plus de temps de jeu potentiellement et plus de possibilités de jouer à Monaco qu'au Paris Saint-Germain. C'est finalement Luis Campos, missionné par les dirigeants monégasques pour débloquer la situation, qui fera basculer la décision. Je me rappelle parfaitement le jour que Vadim me donne l'OK pour moi entrer dans le dossier. Et c'est comme qu'une lumière de Dieu parce que quand il me dit ça, je sors de le vestiaire du centre d'entraînement et je regarde la maman de Kylian à regarder l'entraînement dans la tribune. Je monte la tribune et je passe 40 minutes avec la maman et je l'explique l'avantage avec mon expérience. J'ai déjà travaillé dans les grands clubs du monde. Je l'explique l'avantage d'aller à un grand club du monde à ce moment-là qu'il n'a pas le statut pour entrer dans un vestiaire comme un vestiaire d'Arsenal
et de PSG. Je l'ai expliqué que le plus important, c'est Kylian, le jour qu'il entre dans le vestiaire d'un grand club, les autres joueurs ils doivent dire bonjour, bonjour Kylian, bienvenue, nous t'aimons beaucoup, viens, tu vas nous aider. S'il entre à ce moment-là, quand nous parle de la rénovation ou de signer ce contrat professionnel, il va arriver dans un grand vestiaire avec des grands égos, des grandes personnalités. Il ouvre la porte et à ce moment-là, personne ne va dire rien. Ils vont regarder, ils vont dire qui est ce gamin. Aujourd'hui, grâce à cette décision, et parce qu'il m'a écouté aussi, et parce qu'ils ont réfléchi bien, aujourd'hui, Kylian, il peut entrer en quelques vestiaires du monde. Je suis sûr que quand il ouvre la porte, les autres joueurs ils vont être comme ça. Viens mon petit, tu vas nous aider à gagner des titres. Et ça, c'est le moment décisif que la maman et après le papa, quand j'ai discuté avec lui, ils ont compris très bien et ils ont pris la décision correcte. Le 6 mars 2016, c'est officiel. Kylian Mbappé signe son premier contrat professionnel et s'engage jusqu'en 2019. Avec, selon nos informations, une prime à la signature d'environ 3 millions d'euros et un salaire évolutif. 85 000 euros mensuels la première année, 100 000 euros la deuxième et 120 000 la troisième. Une somme considérable pour un jeune joueur qui vient à peine de fêter ses 17 ans. Son premier contrat professionnel est suivi quelques mois plus tard de son premier titre. Au printemps, il remporte la Coupe Gambardella avec les U19 de Monaco et inscrit ce soir-là 2 buts en finale contre Lens, au terme d'une prestation éblouissante. Il obtient dans la foulée son bac en section technologique STMG. Le jeune diplômé poursuit sa mue et dessine une trajectoire décidément singulière et mouvementée. Avant Paris, retour à Monaco, où c'est la douche froide pour Kylian Mbappé. L'équipe de Leonardo Jardim tourne à plein régime en Ligue 1. Mais l'attaquant, victime d'un traumatisme crânien début août, ne joue quasiment pas jusqu'à la fin octobre, y compris à son retour de blessure. Il lui arrive même d'évoluer en équipe réserve. Mi-septembre, il fond en larmes lorsqu'il apprend qu'il n'est pas sélectionné pour le match de Ligue des Champions face à Tottenham à Wembley et disparaît durant plusieurs heures. Cet épisode serait à l'origine d'une interview donnée par son père, Wilfried, au journal L'Équipe un mois plus tard. La situation ne rend pas Kylian heureux. Certains diront qu'il n'a que 17 ans, qu'il faut se calmer, mais ce n'est pas de l'impatience car le club lui-même a dit qu'il allait jouer. Comme il en a besoin à son âge, il y aura une vraie réflexion à mener au mercato d'hiver. Pas évident forcément parce que, comme il m'expliquait, le but c'est pas de réclamer d'être titulaire. Il a 18 ans, il y a une équipe qui tourne, il y a des Falcao, il y a des Germain, ça inscrit des buts de tous les côtés. Leur idée c'était plutôt, voilà, on nous a promis une rotation et il faut qu'on ait l'impression qu'il fasse partie de cette rotation, ce qui n'était pas le cas. Le premier à avoir cru en Kylian, c'est son père. Et celui qu'il connaît le mieux footballistiquement aujourd'hui, après ça pourra peut-être changer à l'avenir, mais aujourd'hui, c'est son père. Quand il dit que mon enfant, la situation aujourd'hui ne nous convient pas parce qu'il faut qu'il joue, c'est ça l'article, il faut qu'il joue, parce qu'à son âge, il faut qu'il joue, et c'est en jouant qu'il va atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Je pense, et je suis même sûr qu'ils ont bien pesé le pour et le contre avant de faire ça. Ils en ont parlé à Kylian parce qu'ils ne feraient jamais une chose pareille sans en parler à Kylian et qu'il leur a forcément dit « mais vous inquiétez pas, on le fait et puis moi j'assumerai derrière ». Et il a assumé derrière sur le terrain. La prise de parole paternelle va produire un véritable électrochoc dans la saison de l'attaquant. 8 jours plus tard, il est titulaire face à Montpellier, provoque un pénalty, marque et délivre une passe décisive. Il entre alors pleinement dans la rotation du technicien portugais. De ce match face aux Héroltais à la 26e journée de Ligue 1,
Il participe à 16 rencontres sur 17, est titulaire à 7 reprises et inscrit 7 buts. Partout, le gamin de Bondy éblouit les observateurs et ses adversaires par son talent et sa fraîcheur. Comme ce 1er février, en Coupe de France contre Chambly, club de national. Moi, j'ai franchement rarement ressenti ça d'un joueur à la fois aussi performant et aussi proche de son métier et des gens qui sont là pour le regarder. Et dégager vraiment quelque chose d'incroyable. Parce qu'encore une fois, même nos joueurs, à la fin du match, à l'époque, bon, ils en ont entendu parler de Kylian Mbappé. Mais ce mec-là, il est trop fort. Mais t'as vu, mais le défenseur central, notre capitaine, me disait, mais attends, mais à la fin du match, t'as l'impression qu'il était prêt. Il était prêt à recommencer, à en faire un deuxième. Il dit, mais moi, je vais mettre 3 jours à récupérer de ce match-là. Lui, il nous a tués. Voilà. Alors, globalement, le discours des joueurs de chez nous, c'était Mbappé nous a tués. On dit de toi que t'es un phénomène. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te procure comme sensation, émotion, réaction? Rien du tout, parce que bon, moi, j'en suis pas un encore. Les phénomènes, c'est Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. J'en suis encore loin, donc quand j'entends ça, j'ai le sourire et ça, franchement, ça me fait vraiment rien. Une semaine après son récital à Caen, il vit sa première sélection en équipe de France lors d'un déplacement victorieux au Luxembourg. Son arrivée chez les Bleus, avec son statut de star naissante, a là encore marqué les esprits. T'as fait la visite médicale? Viens, s'il te plaît, Parmi les observateurs enthousiastes, Philippe Tournon. À 74 ans, ce communicant chevronné, chef de presse en sélection depuis plus de 3 décennies, a notamment vu passer en équipe de France les générations Platini, Zidane et Ribéry. Il est respectueux. Quand il est arrivé dans la salle à manger le premier jour, il ne s'est pas mis n'importe où. Il a attendu de voir où les anciens se plaçaient. Et il a vu des places vides. Il dit, je peux me mettre là. Oui, voilà. Mais après, voilà, il avait sa place. Et il s'est intégré tout de suite. C'est vraiment... ça ne s'apprend pas tout ça, mais il y a une espèce d'aptitude naturelle à rentrer dans les clous. Et lui, alors avec une facilité déconcertante. Et là, soit son bizutage, sa conférence de presse, ses relations avec les anciens, avec les jeunes et tout. Il a l'attitude, le mot, le sourire qu'il faut, comme il faut, quand il faut, avec qui il faut. C'est tout. Ça semble couler de source, alors que ça pose tellement de problèmes pour tellement d'autres. Il est sans complexe, mais bien. Il est bien dans sa peau. Clairefontaine, il arrive, on a l'impression, oui, qu'il connaît Clairefontaine aussi bien que ceux qui sont là depuis très très longtemps. Il n'en fait pas trop. Il est estimé par l'encadrement, par les salariés même de Clairefontaine, et ça c'est important. Il a vraiment, oui, les gens sont attachés à ce garçon. La France du foot découvre alors un gamin spontané, aux phrasés impeccables. À 18 ans, son aisance face aux médias impressionne. Sac à dos sur les épaules, il s'attarde après les matchs, livre poliment ses analyses, avec sa voix si singulière et son sourire espiègle. Comment tu fais pour être aussi à l'aise avec les médias? Je sais pas, c'est une question d'éducation. J'ai été élevé comme ça, j'ai toujours été comme ça, donc je vois pas pourquoi je changerais. Voilà. Ça a l'air de vous plaire en tout cas. Merci beaucoup, au revoir. C'est un phénomène. Mbappé, je pense qu'il est comme ça, pas depuis qu'il est connu, ça depuis 1 an à peu près. Il est comme ça depuis tout petit. On ne peut pas être à ce niveau de confiance, de conscience, de lucidité du jour au lendemain. Je pense qu'il a peut-être vécu comme un surdoué ou un enfant précoce.
Est-ce qu'il a été détecté ou pas, je ne le sais pas. Mais je ne serais vraiment pas surpris d'apprendre que depuis qu'il est gamin, depuis 4, 5 ans, 6 ans même, eh ben, finalement, il avait les idées claires sur ce qu'il devait faire. Et en fait, ce qu'il fait, c'est la suite logique de ce qu'il s'est mis en tête depuis tout petit. Je suis pas pareil avec vous, que si on demande à ses professeurs, ils vous diront peut-être que oui, il est peut-être surdoué, précoce, parfois même un peu solitaire, parce qu'il se sentait peut-être un petit peu incompris. Mais dans sa tête, je peux vous dire, il avait tout compris, tout prévu, tout listé, tout cadré. Et là, il est dans sa suite logique. Voilà pourquoi, on peut dire, mais à 18 ans, il devait être euphorique après un match, les matchs comme il l'a fait, en Coupe d'Europe. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est logique. Lui, il est dans son chemin, il est au début de sa carrière. À 18 ans, ce qu'il fait, c'est exceptionnel pour nous. Pour lui, c'est normal. Et regardez dans ses mots, il ne met pas d'emphase, il n'en rajoute pas, il fait son métier, il pense aux autres, il pense au collectif. Enfin, c'est 20 sur 20 en termes de communication, en termes de dialectique, en termes de langage du corps. Moi, à 18 ans, je vous dis, je n'ai jamais vu ça, ni en foot, ni dans aucun sport. Donc on a peut-être un phénomène qui n'a pas fini d'éclore. Ce sont des choses qu'il a complètement intégrées depuis tout petit. À 5 ans, il est capable de répondre à une interview. À 5 ans. Dans sa tête, il a été formaté, il s'est toujours formaté, mais vraiment tout seul. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à accepter la gloire. Il s'amusait à regarder les interviews à la télé, il répondait, et il faisait la même chose. En fait, je pense que dans sa tête, il se disait, qu'est-ce que Cristiano Ronaldo aurait répondu à cette question? Voilà. Regardez-moi. La notoriété naissante et l'ascension fulgurante de Kylian Mbappé pourraient-elles bouleverser son équilibre? Comment garder les pieds sur terre quand à 18 ans, les attentes sont aussi fortes et les regards de millions de personnes braqués sur vous? Selon son ancien directeur d'école primaire, l'enfant de Bondy ne pourra pas s'autoriser certaines attitudes déplacées tant qu'il restera dans son environnement actuel. Faiza est venue nous voir dans les Alpes pendant les vacances. Là, il nous a raconté une anecdote. Elle venait quitter Monaco. Elle va dans les vestiaires et effectivement, il y a des serviettes neuves tous les jours, etc., etc. Et puis le soir, elle retrouve Kylian et lui dit « Mais décris-moi ce qui s'est passé dans le vestiaire. » Et il lui décrit. Il lui dit « Mais le monsieur qui a ciré tes chaussures, là, tu te rends compte de ce que c'est, socialement? Plus jamais, je t'interdis. » C'était l'année dernière. Hein, je t'interdis que quelqu'un cire tes chaussures. Hein, c'est une image sociale. Tu viens du nord de la ville de Bondy. Tu viens d'un quartier populaire riche humainement, mais ça, tu ne peux pas accepter de faire ça. Il ne faut pas que tu rentres dans ce cycle-là. Et à travers ça, je pense qu'avec l'intelligence qu'il a et le cap que mettent Faiza et Wilfried, il peut être préservé de tous les dangers de cette indécence-là. 21 mai 2017, au terme d'une saison flamboyante, l'AS Monaco fête son 8e titre de champion de France. Avec l'un des effectifs les plus attractifs d'Europe, les Monégasques s'apprêtent à vivre un mercato bouillant. Au centre des enjeux, l'avenir de Kylian Mbappé, à qui il reste seulement 2 années de contrat en principauté. Il affole le marché des transferts, fait la une des médias en France et à l'étranger. Pour le journal madrilène Marca, il est la perle du mercato. Mais j'ai une conviction, c'est que de toute façon, à un moment donné, l'AS Monaco va être trop petit pour Kylian. Voilà, parce que c'est un joueur à dimension internationale. On a parlé tout à l'heure du profil et du potentiel, et c'est un joueur qui doit rapidement jouer dans l'un des plus grands clubs du monde. Donc l'idée, c'est effectivement de continuer à garder le contact pour parler de Kylian, de son projet, de ce qu'il fait, mais surtout aussi de ses envies de demain et de l'accompagner dans son projet. Au début de l'été, la volonté du joueur est claire. À 1 an de la Coupe du Monde en Russie, il veut rester à Monaco. Début juillet, il quitte l'appartement qu'il occupait avec sa mère au Cap d'Aille et emménage dans une maison qu'il vient d'acquérir. Il est prévu que toute sa famille s'installe à ses côtés. La balle est alors dans le camp de Monaco. De ce que je sais, à part une proposition orale, on va dire, il y a déjà un moment, ce n'est jamais allé plus loin du côté de Monaco. Donc, on a vraiment l'impression que l'idée de départ de Monaco, c'était de le vendre au plus haut,
L'impression que j'ai, c'est que Monaco voulait vendre, mais Monaco ne voulait pas assumer le fait de le vendre. Donc il y a eu une espèce de poker mental, un petit peu un jeu de dupe où personne ne voulait se découvrir. Mais quand on veut retenir un joueur, on lui fait vraiment des propositions, on lui fait vraiment savoir qu'on veut le retenir. Je ne pense pas que ça a été le cas. En coulisses, Monaco négocie avec le Real Madrid et tombe rapidement d'accord avec le champion d'Espagne sur un transfert estimé à 180 millions d'euros. L'attaquant français, qui a échangé par téléphone avec Zinedine Zidane, se laisse le temps de la réflexion. Mais fâché que son club se soit entendu avec le Real sans lui en parler, il décidera de partir courant juillet. S'il rencontre durant l'été Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Arsène Wenger et Unai Emery, son choix se portera finalement sur le Paris Saint-Germain, qui vient d'arracher au FC Barcelone la star brésilienne Neymar pour 222 millions d'euros. Mais Mbappé ne veut pas entrer en conflit avec l'ASM. Selon nos informations, il pose alors ses conditions aux dirigeants parisiens. Monaco devra récupérer la même somme qu'avait proposé le club espagnol quelques semaines plus tôt, soit 180 millions d'euros. Les Parisiens sont décidés à tenter un deuxième coup exceptionnel depuis le début, depuis qu'ils savent que Neymar c'est possible. Le fait de se mettre sur Neymar n'a jamais remis en question l'arrivée de Mbappé. De l'extérieur, on pouvait penser que c'était impossible, que financièrement, il ne rentrerait jamais dans les clous du fair play financier. Mais les dirigeants du PSG ont toujours été confiants. Certains dirigeants ont toujours été confiants, d'autres étaient un peu plus sceptiques. Pendant que le PSG cherche un moyen de financer un deuxième transfert colossal, Kylian Mbappé est mis au placard à Monaco. À l'issue de la défaite face à Paris lors du Trophée des Champions, le 29 juillet, Leonardo Jardim le critique devant l'ensemble du groupe. Entre les deux hommes, la rupture est consommée. Ça a été une période très difficile pour lui. Très difficile pour lui et pour sa famille. Kylian, il aime le foot. Kylian, il aime le jeu. Kylian, si tu lui enlèves ça aujourd'hui, tu lui enlèves sa vie, quoi. Et je pense que cette période-là était très difficile pour lui parce qu'il n'était pas acteur du truc. Et Kylian, il aime bien être acteur de ce qu'il fait. Kylian était malheureux parce qu'il ne jouait pas au foot. Les dernières heures du mercato vont se révéler complètement folles. Dans la nuit du 30 au 31 août, le montage financier n'est toujours pas conclu entre Monaco et Paris. Le Real Madrid est encore à l'affût, tout comme le Barça. Selon nos informations, les Catalans parviennent même à trouver un accord avec Monaco, en incluant dans la transaction le milieu international turc, Arda Turan. Au Bourget, un avion susceptible d'accueillir l'entourage du joueur se tient prêt à décoller. Finalement, au bout d'une journée rocambolesque et indécise, Kylian Mbappé signe au Paris Saint-Germain pour une somme qui atteindra au final 180 millions d'euros, le deuxième transfert le plus cher de l'histoire. Antero Henrique a entretenu le contact avec la famille Mbappé et ils ont demandé à la famille, ils ont demandé aux joueurs de patienter. Ils l'ont rassuré, lui ont dit que ça se ferait, qu'ils avaient les moyens de le faire venir, même s'ils avaient fait venir Neymar, et que dans leur esprit, l'attaque, c'était Cavani, Mbappé, Neymar. Après, il y a des critères qui ont fait, notamment que, à ses yeux, ça serait beaucoup plus valorisant, on va dire, et beau et fort de gagner la Ligue des Champions avec un club qui ne l'a jamais gagné, que d'aller dans un club peut-être qui a l'habitude de la gagner, comme le Real. Ça a fait partie des motivations, on va dire. Et avec Mbappé, tout va toujours très vite. Le jour de sa signature au PSG, l'enfant de Bondy inscrit au Stade de France son premier but en bleu dans un match décisif contre les Pays-Bas. Je me souviens, j'étais dans la chambre, on était à l'hôtel et on regardait, il y avait plusieurs écrans. Et moi j'étais à côté de sa mère
tandis que son petit frère était à côté de son père. On était dans 2 pièces différentes. Et quand il touche la balle, il s'en va. J'ai dit, Faiza, c'est maintenant qu'il la marque. C'est maintenant qu'il la marque. Et on se souvient, il fait inter, exter. Il décale Djibril Sidibé qui lui remet. Et lui, en une touche, il remet petit filet opposé. Et Ethan, son petit frère, criait. Moi, j'ai crié aussi. Et les 2 parents sont restés stoïques. Ethan a crié, mais ses parents? Ses parents sont restés calmes. Très, 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 très calmes. Kylian Mbappé est désormais considéré comme le nouveau crack de l'équipe de France. Celui capable de faire basculer un match sur un coup d'éclat. Un nouveau statut acquis depuis son arrivée au PSG, où le trio qu'il forme avec Cavani et Neymar apparaît comme l'une des associations les plus prometteuses du monde. Et où ses nouveaux partenaires l'ont rapidement adoubé. Je me sens privilégié de jouer à côté de lui. C'est encore un gamin, mais c'est un grand joueur. Sur le terrain, on dirait qu'il a déjà 30 ans. Je pense que c'est un joueur qui va faire de grandes choses et qui va à coup sûr briguer le Ballon d'Or. Je me dis que c'est extraordinaire hein, qu'il soit avec Neymar. Moi, je réalise pas. En fait, je réalise pas. Je me dis, je réalise pas en me disant que Kylian, c'est une superstar mondiale. Kylian, c'est quelqu'un qui est plein d'ambition et qui veut être le meilleur dans tout. Et il va tout faire pour devenir le meilleur. Il appréhende très bien la gloire, le côté positif de ce qui lui arrive aujourd'hui, mais comment va-t-il réagir lorsqu'il aura des coups durs? Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a... Alors peut-être parce que c'est peut-être côté protecteur, famille qui ressurgit, mais pour le reste, je n'ai pas d'inquiétude. Mais vraiment, c'est juste ce moment-là. Aujourd'hui, j'en ai les larmes aux yeux. Je me dis, pourvu qu'il n'y perde pas son âme. 18 ans, c'est encore tout jeune. Et qu'il a besoin de, sûrement là encore, d'avoir des adultes de référence, de ne pas perdre pied, qui se rappellent bien le corbeau et le renard, hein, que quelquefois on peut perdre son fromage, voilà, qu'il ne perde pas son talent, je crois que c'est super important. Il ne faut pas qu'il se trompe, voilà, il faut qu'il fasse attention à lui. Les succès, la gloire, les titres. L'attaquant parisien s'y prépare depuis son enfance. Les paliers, Kylian Mbappé les franchit un à un, à une vitesse vertigineuse et avec une confiance en lui inébranlable. Le gamin de Bondy poursuit ses rêves et continue d'accomplir sa destinée hors norme. À l'aube d'une carrière dont il est impossible d'imaginer les limites. Nouvelle étoile, nouveau statut, nouvelle icône. Kylian Mbappé est depuis cet été le visage lumineux d'une équipe de France championne du monde. Ses coups d'éclat, sa précocité, son talent et sa personnalité suscitent une effervescence inouïe. Il fascinait la France du foot depuis son éclosion à Monaco, il y a seulement 2 ans. Il éblouit désormais le monde entier. Retour sur cette année 2018 qui a fait basculer dans la démesure la trajectoire de ce jeune homme de 19 ans. Cette journée du 30 juin, à Kazan, ne s'effacera jamais de la mémoire des supporters français. Super match, plus belles émotions de football, fantastique, retournement de situation 1-0, 2-1, 3-2, 4-2, 4-3, incroyable. On espérait qu'on puisse sortir ce genre de match et on l'a fait aujourd'hui, on est super contents. Allez, 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 les Français, les Français, les Français. France-Argentine, match fondateur du glorieux parcours des Bleus en Russie. Le moment où le talent de Kylian Mbappé s'est révélé aux yeux du monde. Quand il est parti avec le ballon sur l'aile droite, et c'était vraiment une vitesse que j'ai jamais vue sur un terrain de foot de ma vie, je pense.
dans le stade, de voir les mètres qu'il a avalés dans ce moment-là, dans l'espace de 5-6 secondes, c'était vraiment impressionnant. Et vraiment, moi je couvre beaucoup de sports différents. Et j'ai pensé à Usain Bolt, en fait, en regardant ça. Et j'avais les mêmes impressions, les mêmes frissons quand j'ai vu Bolt, quand il a battu le record du monde à Pékin à 21 ans, et quand il a rebattu le record du monde à Berlin 1 an plus tard. Cette vitesse pure et cette impression dans le stade où des gens étaient émerveillés par ça. Ces accélérations spectaculaires ont terrassé la défense argentine. Ces 2 buts ont qualifié l'équipe de France pour les quarts de finale et mis à terre Lionel Messi. C'est sans doute à cet instant que la notoriété du jeune Français a franchi les barrières de l'Europe pour conquérir celle de la planète. Partout, de l'Amérique du Sud à l'Océanie, des États-Unis au Japon ou à la Chine, on s'est émerveillé des performances de Kylian Mbappé. Christopher Claré est grand reporter au New York Times et a couvert en Russie sa 5e Coupe du Monde. Pour le grand public aux États-Unis, et peut-être le Canada et ces pays anglo-saxons de l'Amérique du Nord, il y a très peu de joueurs de football qui connaissent Messi. C'est un des joueurs-là. Et d'avoir un peu ce duel de Messi, l'ancien, et Mbappé et les Français qui arrivaient, ça a attiré l'attention des gens qui ne sont pas que des spécialistes du football ou autre chose. Quand je suis rentré après la Coupe du Monde aux États-Unis, et j'ai parlé avec des gens de mon coin, dans la Nouvelle-Angleterre, il y avait pas mal de gens qui disaient « C'était qui ce jeune Français qui bougeait si vite ?» Donc c'était sympa. Contre la Croatie, 2 semaines plus tard, l'enfant de Bondy inscrira son 4e but de la compétition, devenant ainsi le 2e plus jeune buteur de l'histoire dans une finale de Coupe du Monde, derrière le roi Pelé. Le mythe brésilien félicitera publiquement sur les réseaux sociaux l'attaquant français, entretenant l'idée que l'on assistait à la naissance d'une nouvelle légende. Sur les Champs-Élysées, gagné par la folie au lendemain du sacre mondial, ou quelques minutes plus tard sur le perron de l'Élysée, Kylian Mbappé a pu mesurer l'engouement qu'a provoqué la victoire des Bleus et l'admiration qu'il suscite auprès des milliers d'enfants présents ce jour-là. Conséquence, il est apparu tout l'été en une de la presse People. Dans quelle mesure ce nouveau statut d'icône a-t-il bouleversé l'environnement du champion du monde? Nous avons posé la question à l'avocate de l'attaquant français qui gère ses intérêts depuis son adolescence et dont l'implication dans la gestion de sa carrière est devenue considérable. Il y a, à mon sens, 2 types de presse people. Il y a une première catégorie qui nous donne des nouvelles, des gens qui nous sont sympathiques parce qu'ils sont connus, mais des nouvelles réelles. Donc reportage Kylian après la Coupe du Monde ou reportage consenti ou pas, mais c'est des nouvelles réelles. Ça, il le vit bien. Il y a une deuxième catégorie, j'enfonce une porte ouverte, je n'ai rien inventé, il y a une deuxième catégorie, c'est une presse qui raconte n'importe quoi. Ça, c'est plus difficile à vivre. Parce qu'avec les moyens modernes de prise de vue, on peut vous raconter n'importe quoi, et c'est un peu ce qui s'est déroulé pendant l'été, surtout sur sa vie privée. Ça a plus tendance à l'agacer, parce qu'il a 19 ans, qu'il est jeune, qu'il a vraiment l'impression que c'est sa partie intime, et puis en plus, c'était n'importe quoi. Dans les semaines qui ont suivi la Coupe du Monde, plus de 200 demandes d'interview ont été formulées à la conseillère du joueur, qui est conduit dans la très grande majorité des cas ses sollicitations et veille à limiter son exposition médiatique. Kylian, ce qu'il veut, c'est jouer au foot et le faire à la perfection. Et pour ça, il essaie de mettre tous les moyens de son côté et notamment ne pas se disperser sur tous les plateaux télé divers et variés, sur ne pas devenir un outil de variété en quelque sorte, et bien rester un champion à être reconnu pour ça. Et est-ce que quand on a des sollicitations comme le Time, Vanity Fair, donc là on entre dans quelque chose de mondial, est-ce qu'en revanche ça compte? Vous avez tout à fait raison. Les sollicitations que vous citez ont un impact mondial direct. Donc évidemment, s'il fallait trier dans les sollicitations, il y aurait d'un côté du spectre peut-être celle de proximité, parce qu'il joue à Paris, parce qu'il est originaire de la région parisienne. Donc ça c'est chouette de donner à son public proche du quotidien de ses nouvelles, en quelque sorte.
Et puis de l'autre côté du spectre, eh bien, vous avez les médias internationaux qui permettent d'asseoir son image dans des pays où le championnat maintenant de Ligue 1 est diffusé. Donc c'est bien de mettre des mots sur un joueur ou des valeurs sur un champion qu'on voit évoluer sur un terrain. Et ça, il n'y a que via des médias majeurs qu'on peut le faire. Des médias majeurs, internationaux, capables d'offrir aux prodiges français une vitrine planétaire et impactante. Exactement ce que représente le Time Magazine. En octobre dernier, le prestigieux hebdomadaire américain, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde, a consacré en une de ses éditions en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, le visage de Kylian Mbappé, dans le cadre d'un numéro sur les leaders de la prochaine génération. La nuit de finale de Coupe du Monde, j'étais à Congo moi-même. J'étais dans les rues d'une petite ville à Congo et il y avait 1000 de personnes dans les rues qui criaient « Mbappé, Mbappé ». Donc c'était clair pour moi que c'est une histoire. Il y a une sorte de nouvelle génération de Parisiens de banlieue qui devient les superstars. Donc pour moi, c'était très intéressant. Après la Coupe du Monde, tout de suite, je fais la demande de PSG. La famille n'était pas convaincue. La famille est très protective, surtout sa mère. Je crois que PSG a dit donc, on ne fait pas les interviews, mais de temps en temps, on ne peut pas dire non. Et si Time veut faire, je crois que tu dois faire. J'avais l'expérience une fois avant en France et c'était, j'ai fait une interview avec le président Macron et c'était la même expérience, plus ou moins. Pour 3 jours après, c'était sur chaque télévision, radio, journal. J'ai fait beaucoup d'interviews avec les médias français, mais je crois que Mbappé est plus grand. J'ai l'impression que, en fait, la couverture sur la couverture était plus intense. Un coup de projecteur mondial à quelques semaines de la remise du Ballon d'Or France Football. La preuve que le magnétisme qu'exerce l'attaquant parisien dépasse désormais largement les frontières de l'Europe. Des chiffres appuient ce constat. Entre le 1er mai et le 31 août, le nom Mbappé a été mentionné plus de 11 millions de fois sur la toile, près du double de Serena Williams, et presque 10 fois plus que Tiger Woods, Conor McGregor ou Roger Federer. Dans les 24 heures qui ont suivi la victoire en Coupe du Monde, on a dénombré 1,5 million de mentions, 15 fois plus que pour le lancement de la campagne du Paris Saint-Germain avec Michael Jordan, une opération marketing de grande ampleur dans le monde du sport. Des chiffres stupéfiants que nous a transmis le leader mondial de la veille médiatique, Meltwater. Nous nous sommes rendus dans ses bureaux à Paris. Renault, Nike, le PSG, Monaco, l'Olympique Lyonnais font appel à cette entreprise pour gérer leur e-réputation et analyser leur couverture média. Le cas de Kylian Mbappé est tout à fait atypique. Si on regarde les mentions de Kylian Mbappé associées au terme Ballon d'Or, on se rend compte qu'il est juste derrière Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Léo Messi, mais devant des gens comme Mo Salah, comme Neymar, également comme Griezmann, qui est également le deuxième Français le plus mentionné à côté du Ballon d'Or. Ça montre tout l'impact qu'il a pu avoir au cours de l'année 2018 sur le monde du football. Et on se rend compte qu'il y a une attention qui est générée par Kylian Mbappé qui est absolument hors norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun jeune homme de 19 ans dans le monde qui génère plus d'attention que Kylian Mbappé. Un impact mondial qui dépasse largement le cadre du football. De passage à Paris à la fin de l'été, le basketteur américain LeBron James en a profité pour rendre visite à Kylian Mbappé. Et à la manière du roi Pelé, la légende vivante de la NBA a adoubé le jeune Parisien. Le fait de pouvoir rencontrer LeBron James lui a fait énormément plaisir. Ce qui veut dire qu'on peut être un très grand champion,
et néanmoins rester un très grand fan. Ça, c'est un point commun de tous ces amoureux du sport et Kylian en fait partie. Donc il a été extrêmement touché de pouvoir le rencontrer et avoir un temps d'échange avec lui. Maintenant, est-ce que ça symbolise quelque chose de particulier ? Oui, sans doute, mais il ne faut pas non plus être naïf. Kylian a une notoriété, il a une communauté. LeBron James venait en Europe également pour faire la promotion de nouveaux projets qu'il avait ici. Donc, en fait, rencontrer Kylian, c'est comme rencontrer un influenceur de luxe. Un influenceur de luxe, cité par de nombreux artistes de l'entertainment, conscients du pouvoir d'attraction qu'exerce le Bondinois. Et il y en a pour tous les styles. Le célèbre franco-ivoirien VG Dream et sa chanson Sur les Bleus, plus improbable, un rappeur bulgare a créé le buzz cet été avec une chanson à la gloire du Parisien. Le morceau est devenu viral sur les réseaux sociaux. Posté un mois après la finale de la Coupe du Monde, le clip cumule aujourd'hui plus de 3,5 millions de vues. À 22 ans, Fire, originaire de Sofia, est devenu célèbre dans son pays depuis la mise en ligne du morceau. Cet ancien vendeur de fournitures de ski a tout quitté pour se consacrer à la musique. Nous l'avons rencontré avec son manager à Genève en marge du tournage d'un nouveau clip. Après que la France soit devenue championne du monde, nous aimions beaucoup Mbappé. Et j'avais un rythme dans la tête. Je regardais Kylian marquer des buts. Et après, je chantais... On a travaillé dessus pendant quelques heures. On a produit la vidéo. On l'a mise en ligne. Et après, c'est devenu un tube. Kylian Mbappé, не ловим като Kylian Mbappé, точен винаги Kylian Mbappé, празнувам като Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, wesh, Kylian Mbappé. Et salutations en France. It's a trend right now in fashion. Aujourd'hui, c'est une tendance dans la mode de porter des maillots de football. Nous avions vu les rappeurs en France avec des maillots du PSG. Et on a donc décidé d'importer ça en Bulgarie. Et les gens aujourd'hui sont fans du PSG chez nous. Après notre morceau, beaucoup de personnes sont devenues supporters du PSG. Des gens de Belgique, de France, du Canada, des États-Unis. Un fan club du PSG à New York nous a contactés également et nous a dit que nous étions les bienvenus là-bas. Nous ne pouvions pas imaginer qu'une simple chanson nous connecte à autant de gens dans le monde. Cette frénésie autour du jeune garçon est constamment alimentée par ses performances sur les terrains. Pour son premier match de la saison à Guingamp lors de la deuxième journée, il entre en jeu en deuxième mi-temps et métamorphose le visage de son équipe. Il inscrira ses 29e et 30e buts en Ligue 1 ce jour-là, devenant le premier joueur de moins de 20 ans à atteindre les 30 buts. Il n'a alors que 19 ans et 8 mois. Kylian a deux choses pour lui fantastiques. C'est la vitesse. La vitesse et la vitesse d'exécution, la vitesse gestuelle. Mais il a aussi un coffre, ce qui fait que même dans le couloir, il est capable de répéter les efforts. Et donc, au-delà de sa technique et de son efficacité sur le but, il a cette intelligence des déplacements et cette capacité physique à répéter les efforts. C'est une machine à sprinter comme je dis, et à sprinter très 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 vite parce qu'il met au supplice tout le monde. Il est capable de jouer à droite, à gauche, dans n'importe quel système, un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-4-2, parce qu'il a cette capacité à très bien se déplacer et à analyser le jeu de ses partenaires, mais aussi le jeu de les adversaires par rapport à ses déplacements. À Monaco, au PSG ou en équipe de France, le Bondinois s'est installé à tous les postes de l'attaque, mais c'est dans l'axe qu'il semble donner la pleine mesure de son talent et qu'il devient un redoutable buteur. Je lui avais envoyé un message où je lui ai dit faut que tes appels se fassent vers le but. Et si on ne te la donne pas, tu dois pourrir le mec. Mais on doit te la donner, tu dois toucher le plus possible de ballons. Mais il faut que tu sois dans l'axe. Contre Liverpool, il est dans l'axe et il marque.
C'est ça en fait, il faut qu'il soit dans la largeur, sa largeur, ça doit être la surface de réparation. Contre Lyon, un mois plus tard, il devient le plus jeune joueur à réaliser un quadruplé en Ligue 1. Positionné avant-centre après la sortie de Cavani, l'attaquant aux jambes de feu, pourtant maladroit jusque-là, inscrira 4 buts en 13 minutes. Le Parisien semble ne se fixer aucune limite et ne cache plus ses ambitions de gagner dès cette année le Ballon d'Or. En faisant des perfs comme ça, on peut rêver de Ballon d'Or pour la fin d'année? Pourquoi pas? Voilà, je ne me donne pas d'interdit. Voilà, je vais continuer à progresser, à jouer, à être performant pour mon équipe. Si ça vient, ça vient. Et après, voilà. Si je ne le connaissais pas, je le trouverais super impressionnant. Mais une fois qu'on le connaît, il est tellement structuré et tellement déterminé que ça paraît évident. C'est terrible à dire, hein, mais ça paraît évident. Comme vous voyez, lorsque vous voyez un jeune adolescent surdoué intellectuellement, c'est évident qu'il va devenir quelque chose. Mais Kylian, c'est pareil. En fait, c'est évident. Il met tout en œuvre pour y arriver. Et il a en plus du talent. Donc, oui, il m'étonne parce que c'est extraordinaire. Non, il ne m'étonne pas, parce que le connaissant, il accomplit ses rêves, parce qu'il met tout en œuvre pour y arriver. Kylian, c'est un enfant, il est fou. C'est-à-dire qu'il a toujours des folies, il a toujours des rêves de fou. Mais par contre, où il est très fort, c'est qu'il atteint souvent ses objectifs. Même pour parler d'autre chose que le foot, mais le concernant, même pour le bac, par exemple. Kylian, il nous disait déjà, mais le bac, il est dans la poche. On lui disait, mais va réviser. Il disait, c'est bon, le bac, il est dans la poche. Le bac, il était dans la poche. Kylian, quand on pensait que ça allait pas le faire sur telle ou telle chose, lui, s'il nous disait, ça va le faire, il faut lui faire confiance. Et aujourd'hui, j'ai appris une chose, c'est Kylian, il faut lui faire confiance. Parmi les autres prétendants au Ballon d'Or, son coéquipier en sélection Antoine Griezmann et le Croate Luka Modric, adversaire des Français en finale du Mondial avec la Croatie. En marge d'une interview accordée à France Football, les deux hommes ont accepté de donner leurs sentiments sur l'attaquant parisien. Il a vraiment quelque chose de spécial. Je me souviens que mon coéquipier en sélection, Daniel Subasic, qui a connu Kylian à Monaco, et je me souviens qu'à l'époque, il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Il me disait qu'il y avait un joueur, Mbappé, qui était incroyable et qu'il allait devenir l'un des meilleurs. Et aujourd'hui, il prouve qu'il est un joueur vraiment à part. Dans les 2 prochaines années, il va encore s'améliorer, ce qui est effrayant. Il est si bon aujourd'hui et il peut encore s'améliorer. Un joueur vraiment spécial, talentueux. Il est si jeune, il joue à un tel niveau. À chaque fois que je parle de Kylian, je mets Cristiano à côté quand il était à Manchester, où c'était le gars qui jouait sur le côté, qui driblait beaucoup et qui marquait, mais il ne cherchait pas le but. Et quand Kylian va faire comme Cristiano il a fait à Madrid, c'est-à-dire que le but, le gars il va mettre 50 buts pareil. Position du bassin, qualité d'explosivité, changement de rythme, Kylian Mbappé a des prédispositions naturelles de sprinter. Contre Lille la saison dernière, il a été flashé à 36 km/h après un sprint débuté dans sa moitié de terrain. Guillaume Tanon, entraîneur national d'athlétisme, ancien coach notamment de Christine Aron, décrypte pour nous les aptitudes et la technique de course du phénomène. Il a cette faculté d'adapter sa course et d'ajuster
de prendre quasiment le bon tempo, le bon rythme au niveau des appuis, en variant la qualité des appuis, c'est-à-dire des appuis qui vont être très courts, une fréquence d'appui qui est vraiment très courte, où il reprend de l'équilibre et il va pouvoir justement mettre son adversaire en difficulté par ces changements de rythme qui sont extrêmement rapides. Les adversaires ont du mal à le suivre et quand il veut s'engager dans les grands espaces, il est capable de prendre justement de l'amplitude qui le ramène justement pratiquement sur un sprinter, quoi. Il va retrouver ces caractéristiques d'amplitude que les autres, on voit d'ailleurs les adversaires quand ils essayent de le suivre, ont du mal justement à s'adapter à cette foulée qui est changeante, variée et qui correspond vraiment à une qualité de sprinter. Pour ce spécialiste du sprint, même la manière de marcher de l'attaquant français, les pieds légèrement ouverts, positionnés sur la pointe, est une caractéristique des athlètes des disciplines explosives. Il a cette manière de marcher qui se rapproche un petit peu des disciplines explosives comme les triples sauteurs, les sauteurs en longueur, les sprinters, où lorsqu'il va marcher, il va avoir tendance à être un peu sur l'avant du pied et avoir ce côté un petit peu rebondissant, un petit peu ressort sur son pied. Alors c'est très faible comme perception chez lui parce que bon, ça reste footballeur, il a les crampons, il marche avec des chaussures très particulières par rapport à ça. Mais on sent que derrière, il finit sur l'avant du pied, là presque vers le gros orteil, qui montre cette qualité intelligente de son pied et ses qualités explosives du pied. Kylian a encore une bonne marge de progression parce que, encore une fois, c'est un vrai 98. Ses muscles sont arrivés il y a peu de temps. Donc automatiquement, il va aller plus vite, sa motricité sera encore meilleure, il va frapper plus fort. Et je pense que dans des défenses regroupées, il va franchir encore des paliers. Si la courbe de progression du joueur évolue à une telle vitesse, c'est sans doute qu'il a su, au fil de sa carrière, se remettre en question après des échecs ou les multiples remontrances de certains entraîneurs. Lors de la dernière Coupe du Monde, après la rencontre face à l'Australie, il se fit encore sèchement recadrer par Didier Deschamps devant l'ensemble de ses coéquipiers. Le sélectionneur lui reprocha alors son manque d'investissement sur le terrain, traduit par la faible quantité de sprints effectués par l'attaquant parisien durant la rencontre. Il a été certainement un peu perturbé parce que pas habitué à ce traitement-là. Et c'est à porter à son crédit que d'avoir su surmonter il est marqué quand même de ce qui s'était passé en public et il aurait pu se replier sur lui-même, il aurait pu à partir de là pas rater sa Coupe du Monde mais être dans une position moins en vue et il a su s'adapter, il a su ravaler peut-être son amertume ou sa rancœur passagère envers le Didier et le traitement qui lui avait été infligé devant ses camarades et il a su parfaitement réagir. Cette situation, Kylian Mbappé l'a déjà vécue à de nombreuses reprises au cours de sa jeune carrière. Lorsqu'il n'avait que 15 ans, en U17 à Monaco, il était en conflit ouvert avec son entraîneur Bruno Irles. Nous avions rencontré le technicien l'année passée pour évoquer cette période agitée. Quand il a le ballon, il fait les efforts, il fait les appels, il est capable de proposer des solutions offensives. Quand il n'a pas le ballon, c'est le service minimum, il faut qu'il en fasse plus. Et donc voilà, ça sur cette phase défensive, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être à la transition. Ce que je travaille beaucoup en formation, que je travaille aussi aujourd'hui avec même mes équipes et où je suis intransigeant, c'est à la perte du ballon, de suite réagir, parce que le football est comme ça aujourd'hui, il évolue, de suite réagir pour récupérer ou pour faire mal à l'adversaire qui est en train de le récupérer. Et là, il y a des attitudes de dilettante qui ne sont pas bonnes dans son jeu. Le troisième point, c'est pas forcément en rapport avec son gabarit aujourd'hui, mais pareil, il a énormément grandi, c'est costaud, c'est son jeu dos au but, où il doit un peu plus s'affirmer, plus être capable de garder le ballon comme un attaquant, parce qu'il aspire à jouer attaquant de pointe, et il doit progresser aussi dans ce domaine dos au but.
Alain Mboma, un intime de la famille Mbappé, nous expliquait également les ressorts psychologiques du jeune garçon, ressentis dès son adolescence. La fois où on est parti à Madrid, lorsqu'il avait 14 ans, donc il faisait ses essais contre les différentes équipes du Real de Madrid. Et le soir, on est à l'hôtel, on s'apprête à se coucher, on est dans le lit, on est en train de discuter. Et il me demande de juger un petit peu sa performance, alors qu'il ne le faisait pas souvent, mais il m'a demandé de juger un peu sa performance. Je lui ai dit deux, trois choses sur les aspects tactiques notamment. Et il m'a dit « Ah, si c'est que ça, alors ça va, je suis capable de le faire. » En fait, c'est ça. Il sait où il veut aller. Il y a des choses à corriger chez lui, mais pour lui, elles sont insignifiantes. Cette saison contre Marseille, un retard à la causerie d'avant-match lui a coûté sa place de titulaire. Sans doute vexé, il signera une entrée en jeu fracassante et donnera la victoire au PSG. Sa capacité à réagir et à prouver sa valeur dans des moments où la pression est énorme impressionne les observateurs. Quand il y a quelque chose qui n'a pas été, il ne va pas s'endormir, Kylian. Il va être capable très vite de se remettre en question. S'il a fait un match moyen, très vite il va se mettre dans des conditions pour performer le match d'après. La nervosité semble représenter l'une des rares faiblesses de l'attaquant parisien. À Nîmes, victime d'une faute grossière, il se fera justice lui-même, écopant d'un carton rouge puis de 3 matchs de suspension, mais assumera son geste, quitte à commettre une vraie faute de communication. Tu seras suspendu le prochain match, est-ce que tu regrettes juste ta réaction de fin de match? Non, 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 non. Et si c'est à refaire, bah, je le referai et je m'excuserai auprès de tous les supporters et de tout le monde, mais moi je ne peux pas tolérer ce genre de geste. Là encore, c'est le piège médiatique. Il y a sans cesse des micros qui sont tendus, mais dans une actualité relativement récente, lorsqu'il est victime d'un très mauvais coup sur un terrain, en fait, il a eu peur. Il a vraiment eu peur. Et donc, il s'est relevé et il est allé voir le garçon et il lui a dit « Mais t'es fou, quoi !» Et donc, il l'a poussé et l'autre est tombé. Bon, jusque-là, ça a été compris et il a vraiment eu peur. Mais un peu plus tard, du coup, comme souvent quand on a peur, la colère prend le dessus. Vous savez, c'est quand une voiture manque de vous renverser. Sur le coup, vous avez très peur. Et qu'est-ce que vous faites juste après? Vous incendiez le conducteur en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Là, c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé, sauf que dans une vie comme celle de Kylian, il y a des micros. Et à ce moment-là, mais très vite, il a compris, il l'a analysé, à ce moment-là, c'est probablement une petite erreur à chaud de parler, parce qu'on n'est pas vraiment soi-même. Voilà, peut-être au chapitre des erreurs, oui. En dehors des accusations récentes de Mediapart sur ses demandes jugées excessives lors de sa négociation de contrat avec le Paris Saint-Germain, les marques, les artistes, les médias observent l'ascension de Kylian Mbappé avec enthousiasme. Mais le monde politique aussi s'intéresse au prodige français. Ce 21 février, 4 mois avant le début du mondial, le président libérien George Weah est reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Ce déplacement s'inscrit dans la volonté du président français de rapprocher son pays du continent africain. Nous avons lancé aujourd'hui une plateforme de transformation par le sport que nous allons ensemble décliner sur le continent africain. Des chefs d'État, des ministres, des entrepreneurs, l'ancien footballeur international ivoirien Didier Drogba ou encore le président de la FIFA, Gianni Infantino, des personnalités consacrées dans leur domaine de compétences, et à leur côté, Kylian Mbappé. Ancien joueur du RC Lens et particulièrement actif dans le domaine social, le Béninois Jimmy Adjoviboko, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, est l'homme qui a proposé au président Macron d'inviter Kylian Mbappé. J'ai des origines africaines et pour moi aider le sport africain à se développer, c'est quelque chose qui me tient à cœur et si je peux aider à travers ma notoriété et même autre chose à pouvoir aider le sport africain, je le ferai avec plaisir. Kylian pour moi représente, il coche toutes les cases. Il est d'origine africaine, il se dit français, il est français et ça c'est bien aussi parce qu'il
Il permet à beaucoup de jeunes qui sont un petit peu entre le continent africain ici de pouvoir se positionner pour l'un, pour l'autre, pour l'un et l'autre. Il est le produit, c'est ce que je trouve intéressant parce que je le suis aussi, il est le produit de cette relation entre la France et le continent africain. Le moment venu, quand il le voudra, s'il le veut, il pourra apporter énormément dans cette relation entre la France et le continent africain. À Bondy, la notoriété de Kylian Mbappé est devenue un atout considérable. La municipalité souhaite s'appuyer sur sa star pour rénover l'un de ses terrains de football. Je les avais vus au printemps, je leur avais promis de venir pour un entraînement. Ouais. Voilà, donc c'est fait. Sylvine Thomasin est la maire socialiste de cette ville de 50 000 habitants. Elle espère un geste de la part du Paris Saint-Germain. Bondy n'a droit à rien puisqu'il est transféré en national. Monaco, PSG, c'est du national. On aurait eu droit à 1%, donc 1% sur 180 millions, on fait vite le calcul, 1,8 million, 1,8 million, je refaisais mon stade Gazzi, les tribunes, les vestiaires. Le club formateur, en tout cas, on aurait eu droit à 1%, le club formateur, il est payé par la ville, il est subventionné par la ville, donc voilà, s'il avait été transféré à l'international. Mais j'ai quand même fait valoir au PSG que Bondy, qui est une ville des plus modestes de Seine-Saint-Denis, l'a formé, lui a permis donc de devenir, en tout cas au départ, développer son talent et de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Et que moralement, même si légalement ils ne me doivent rien, moralement je trouvais qu'il y avait un geste à faire. Et ils m'ont reçu et ils ont entendu. Donc j'ai bon espoir, je leur fais confiance. Pour les habitants de cette commune de Seine-Saint-Denis, la notoriété du champion du monde véhicule une image positive de la ville, l'une des plus pauvres de France, au taux de chômage 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Bah après, il n'y a pas que à Paris. On parle aussi, moi je travaille aussi à l'extérieur de Paris, on en parle tout le temps. Ouais. J'ai croisé Anne Hidalgo, je lui ai dit maintenant Paris est la banlieue de Bondy, la capitale c'est nous. Exactement, c'est ça. Il va venir, vous savez, pour la Coupe du Monde. On a eu du mal à caler la date, j'ai vu Faiza vendredi dernier, ouais. On a déjeuné ensemble vendredi dernier. Il va venir, il y a juste la date à caler. On sait que ça sera sur Léo Lagrange. On sait à peu près comment on va fonctionner au niveau de sa sécurité, parce que sa sécurité maintenant c'est juste Maus Costaud. Salut les jeunes. Salut. Kylian Mbappé est donc attendu à Bondy quelques semaines plus tard. Les conditions de son retour vont être hors normes. Plan Vigipirate activé, route barrée, une centaine de policiers mobilisés. La venue de la star parisienne à Bondy a des allures de visite d'un chef d'État. C'est comme si on parle de Messi ou Neymar maintenant, on parle de Mbappé, mais la Bondy. Ce 17 octobre, des milliers de personnes se sont rassemblées pour célébrer le champion du monde, de retour sur ses terres d'origine. Il est à Paris, il y a Neymar, il met à l'amende Neymar, un mec du 93, il a même pas honte. C'est émotionnel, c'est un grand jour. C'est un grand moment. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de vous voir. Je suis plus heureux moi que vous. J'aurais bien voulu venir avec la Coupe du Monde, mais malheureusement ça n'a pas pu être possible parce qu'elle ne se déplace pas. Mais c'est vraiment un privilège pour moi de revenir ici parmi vous. Dans ma maison ici à Bondy, voilà, c'est... Jamais je n'aurais imaginé revenir ici comme ça, avec un tel accueil. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué à cette organisation, toutes les personnes qui sont ici avec nous. C'est vraiment une super fête. J'espère que tout le monde va passer un bon moment. Ça fait plaisir parce que le foot est toujours perçu comme un sport populaire, mais connoté de façon négative. Et on sait que pour nos enfants, pour les enfants pendant les écoles, c'est les repères importants. Et là, il y a un enfant qui a vécu dans nos belles cités populaires, qui est devenu un merveilleux footballeur, mais qui en même temps a gardé cette capacité d'analyse, cette sémantique, ce phrasé, qui fait que tout le monde est un peu étonné de ce qu'il est, comment il fait à son jeune âge, et mettre en avant toutes ses réussites sociales, sportives, culturelles, artistiques, et on en a plein.
c'est au quotidien peut-être une chose à chercher dans nos villes populaires, quoi. Entouré par des parents extrêmement présents et protecteurs, Kylian Mbappé concentre aujourd'hui des sollicitations et une attention inouïe pour un jeune homme de 19 ans. Face à cette démesure, son cercle va inévitablement s'élargir. La structure qui est en place autour de lui, c'est-à-dire avant tout ses parents, qui ont choisi un cabinet conseil. Moi, je ne suis pas toute seule, hein, j'ai une équipe aussi dans mon cabinet. Et puis des fiscalistes aussi d'un autre cabinet qui travaillent sur le cas de Kylian également depuis un temps certain. Donc la structure en elle-même, elle n'a pas changé. La quantité de travail, oui, bien sûr, change, en même temps que sa carrière finalement, mais ça c'est normal. Alors il est évident que pour Kylian, ça va aller croissant et qu'il va falloir que l'équipe s'agrandisse autour au fur et à mesure, mais quand même avec une vraie volonté de Kylian de rester centré sur le football, ce qui limite le propos sur le reste. Il y a énormément de travail si vous vous dites je veux signer 20 contrats, je veux être dans toutes les pubs autour d'un événement. Il y a énormément de travail si vous vous dites tout à coup je veux acheter 15 immeubles, il va falloir les gérer ces 15 immeubles. Vous voyez, Kylian, il n'est pas comme ça lui. Il est centré sur sa carrière. Donc ça centre le travail sur ce qu'il fait et rien que ce qu'il fait. En 2 ans, l'enfant de Bondy a connu une ascension vertigineuse qui l'a placé au sommet du football mondial. Double champion de France, champion du monde, nouvelle icône du sport français, Kylian Mbappé chasse tous les records. Il aura 20 ans le 20 décembre.